Bien, nous voilà dans la seconde séquence associée à ce chapitre qui vous présente une méthode de maillage proposée par Henri Scheffé en 1963 qui porte le nom de simplex centroïde. Pourquoi? Parce que dans cette méthode de maillage, on va réaliser les centres de tous les sous-espaces que l'on peut définir à partir d'un simplex. Alors, nous avons vu que cette méthode pouvait s'appliquer de façon très simple à un simplex de hauteur unitaire, mais naturellement, un vrai problème de formulation permet d'introduire des contraintes individuelles inférieures explicites, et donc ces contraintes vont réduire la dimension du domaine, et il va falloir, par une transformation homothétique, dont on va reparler, la transformation en pseudo-constituant, il va falloir adapter le maillage que l'on vient de voir à un simplex de hauteur réduite, et de même orientation que le simplex initial. Alors, lorsque on est confronté à un problème de formulation, les variables étant représentées par les proportions des constituants, celles-ci forment un simplex de hauteur unitaire, puisque les proportions sont des nombres réels variant dans l'espace mathématique entre 0 et 1, la somme de ces proportions étant égale à une constante unitaire. Naturellement, on avait vu dans l'introduction au plan de mélange que si on choisit les constituants, c'est qu'ils sont sur la table, sur la paillasse, et il convient de les mélanger. Si on les choisit pour ne pas les utiliser, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, pour les mélanger et les introduire forcément dans le mélange, il va falloir associer à chacun d'entre eux une contrainte inférieure qui nous dit qu'il faut en mettre au moins 10% ou au moins 3%. Cette contrainte est notée L indice I, L étant l'acronyme de la locution anglaise, et cette contrainte est définie par les experts, bien évidemment. Elle n'est pas définie dans l'espace mathématique. Une contrainte, c'est quelque chose qui va limiter les plages de variation et qui va réduire la taille du domaine. Et on va voir comment s'en sortir à partir d'un petit exemple qui va permettre d'introduire une nouveauté. Cet exemple est tiré d'une publication que l'on présentera dans le transparent suivant, qui encore s'intéresse à des mélanges d'explosifs pour des fusées. Nous avons 3 constituants dont les proportions sont repérées par x1, x2, x3. Et les experts ont décidé d'introduire des contraintes inférieures, individuelles, explicites, à chacune des proportions. Il nous faut par exemple au moins 30% du constituant 1, au moins 20% du constituant 2 et au moins 20% du constituant 3. Et ce qui est nouveau par rapport à la présentation du chapitre précédent, c'est que la somme de ces proportions n'est pas égale à 1, elle est égale à 0,9. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a d'autres constituants, ou au moins un autre, dont la proportion est constante. Imaginez qu'il y a un 4e constituant, et que ce 4e constituant, on l'introduise toujours à hauteur de 10%. La somme des proportions des constituants variables est égale au complémentaire. 1 moins 10% égale 90%. Donc quand la somme des proportions n'est pas égale à 1, ça veut dire qu'il y a naturellement un autre ou plusieurs autres constituants qui ne varient pas. Dès lors qu'ils ne varient pas, ce n'est pas la peine de les introduire dans un quelconque modèle, et on va simplement intégrer dans l'expression du modèle les proportions des constituants qui varient ici avec une amplitude égale à 0,9. Comment savoir si le domaine expérimental existe, puisque on impose aux constituants d'être présents à raison d'au moins 30% ou au moins 20%? De façon très très simple, on va calculer l'espace restant. Si initialement vous avez un espace de hauteur 0,9, et si vous enlevez une bande de hauteur 0,3, si vous enlevez ensuite une bande de hauteur 0,2, et si vous enlevez une dernière bande de hauteur 0,2, il vous restera donc un espace de hauteur 0,2. C'est l'étendue notée par la mesure linéaire du simplex L, RL. Dès lors que cette étendue est positive, le domaine existe et vous allez pouvoir le mailler. Si cette étendue était égale à 0, le domaine expérimental se réduirait en un point, et si cette étendue venait à être négative, eh bien le domaine expérimental n'existerait pas parce que les contraintes exprimées par les expérimentateurs auraient été trop sévères pour pouvoir définir un domaine. Voilà. Alors, le domaine maintenant sous contrainte est le suivant. Puisque le domaine a une hauteur qui vaut 0,2, vous ne pouvez pas dépasser
en limite supérieure, c'est ce qu'on appelle des contraintes supérieures implicites, les valeurs suivantes, 0,5, 0,4 et 0,4, que l'on obtient en partant des contraintes inférieures, auxquelles on ajoute la valeur de la mesure linéaire du simplex L 0,2. Alors, cet exemple est tiré donc d'une publication de Montgomery en 1994, et on fait apparaître dans un premier temps les contraintes L1, L2 et L3. Remarquez au passage que les sommets ne sont pas des constituants purs, puisqu'ils représentent 90% d'un mélange où il peut y avoir un autre constituant dont la proportion est fixée à 10%. Voyez immédiatement que le domaine expérimental a bien une hauteur de 0,2, représente un simplex de même orientation que le simplex initial, donc on voit le rapport des proportions, 0,2 pour le domaine sous contrainte, 0,9 pour le simplex initial. Et par la même occasion, on peut lire sur ce graphique que la proportion de chacun de ces constituants ne peut plus dépasser une certaine limite, on ne peut plus atteindre les constituants purs, c'est ce que l'on voit apparaître à partir des contraintes supérieures individuelles implicites que l'on note sous la forme U étoile. Et comment les a-t-on définis? De façon simple, en rajoutant aux contraintes inférieures qui avaient été explicitées par les expérimentateurs la valeur de la mesure linéaire RL. Alors comment mailler un tel domaine? Eh bien on va refaire, si je puis dire, le coup du photocopieur. C'est-à-dire que si on sait mailler un domaine de hauteur unitaire, eh bien, on va réduire ce domaine de hauteur unitaire de façon à ce qu'il rentre dans le domaine sous contrainte. On va utiliser ici un simplex centroïde auquel on a rajouté des points axiaux, et donc on s'apprête à réaliser 10 mélanges. Ces mélanges, je les ai définis dans l'espace des pseudo-constituants, Z1, Z2, Z3, à partir de proportions qui varient entre 0 et 1. On retrouve les 3 sommets, les 3 milieux d'arête, le centre du domaine, et puis les dernières lignes de ce tableau matérialisent les points axiaux. La transformation en pseudo-constituant, qui a été introduite par Kurotori en 1966, va nous permettre de passer indifféremment de l'espace mathématique un peu universel, de hauteur qui décrit des simplexes de hauteur unitaire, à l'espace industriel qui va devoir s'adapter et adapter le maillage à un simplex de hauteur RL. Bien voilà la transformation homothétique affine, ZI égale XI moins LI sur RL. Donc par voie de conséquence, on remplace LI et RL par leurs valeurs. Et on réécrit, puisque ce que l'on cherche, c'est les valeurs de x, des proportions des constituants, eh bien on réécrit les valeurs de xi en fonction des valeurs de zi que vous voyez consignées à gauche dans le tableau. Alors, à partir d'un tableur et d'une opération matricielle, on obtient immédiatement le tableau des proportions des constituants suivantes. On voit bien que l'on respecte les contraintes. Le constituant 1 va varier dans sa plus grande amplitude, entre 30 et 50%. Le constituant 2, entre 20 et 40%. De même pour le constituant 3. Et vous voyez apparaître donc les 10 mélanges qu'il convient de réaliser. On va dessiner où se situent ces mélanges. Bien, ils représentent, vous vous en doutez, les sommets du domaine, le milieu des arêtes du domaine, le centre du domaine, et vous voyez apparaître à l'intérieur les mélanges axiaux. Voilà quelle est l'utilisation des pseudo-constituants lorsqu'on est en présence d'un petit simplex de même orientation que le simplex initial, qui ici n'a pas une hauteur de 100%, mais une hauteur de 90%, mais on a vu comment adapter cette hauteur initialement réduite. Alors, si on résume ce qui se passe, dans l'espace mathématique, vous pourrez toujours prévoir à l'avance ce type de maillage. Une fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait à vie. Et en fonction des contraintes que vous subirez dans les études, vous allez adapter ce maillage mathématique à votre espace expérimental. Si on sait mailler un domaine de hauteur unitaire, alors on sera mailler un domaine de hauteur réduite à partir d'une transformation qui est très très simple à mettre en œuvre. Donc voilà une application de la méthode du simplex centroïde lorsque on est en présence de contraintes.
Alors, n'oublions pas que ces mélanges, certes, servent à explorer le domaine expérimental, mais au bout d'un moment, il va falloir utiliser ces mélanges pour faire un modèle d'interpolation. Ce modèle d'interpolation, proposé par Scheffé en 1963, c'est ce qu'on appelle un modèle synergique de degré Q. Alors, c'est assez ressemblant aux formes canoniques des modèles polynomiaux de degré D. Il est important de bien les distinguer pour éviter des confusions. Voilà comment s'écrit la forme générale d'un modèle synergique de degré Q. Et on regarde et on constate de façon étonnée, mais l'étonnement va vite s'arrêter parce qu'en 1963, bien, on n'avait pas de moyenne d'inversion de matrice très important, et donc il fallait des formules analytiques qui permettent de trouver à partir des réponses directement la valeur des coefficients. Et quand on a autant de mélanges que de coefficients, c'est ce que vous voyez ici, si vous faites 7 mélanges, et si vous utilisez un modèle synergique de degré Q, c'est ce qui est représenté en bas à gauche, bêta 1x1 plus bêta 2x2 plus bêta 3x3 plus bêta ij xi xj plus bêta 1 2 3 x1 x2 x3, vous avez 7 coefficients pour 7 mélanges, et donc il y a des formules analytiques qui permettent de transformer immédiatement la valeur des réponses avec des combinaisons linéaires simples en estimation des coefficients. C'est ce qui naturellement a rendu utilisable en 1963 ce genre de démarche. Alors, ces modèles synergiques de degré Q, vous allez naturellement devoir en estimer les coefficients dès que vous rajoutez des mélanges axiaux, qu'on appelait autrefois des mélanges de validation, c'est-à-dire qu'en fait, on regardait si l'expression du modèle permettait de trouver les valeurs observées pour ces mélanges axiaux, mais désormais, puisqu'on sait facilement inverser des matrices, eh bien, on utilise la méthode des moindres carrés et on intègre dans la démarche directement les mélanges axiaux. Alors, arrivé à la fin de ce chapitre, on va comparer les deux approches. Celle proposée initialement par Henri Scheffé, qui privilégiait la répartition uniforme, et puis l'approche complémentaire, corrective, qu'il a introduite quelques années plus tard, en 1963, qui consiste à faire les centres de tous les sous-espaces, sans oublier de rajouter quelques mélanges axiaux. Donc dans la partie gauche, on va privilégier essentiellement l'uniformité. Dans la partie droite, on va privilégier, même si en pratique on ne l'exploite pas tant que ça, la séquentialité. Et donc, d'un point de vue statistique, qualité d'estimation, d'un point de vue numérique, ceux qui s'intéressent à ces problèmes-là peuvent se reporter à une publication de 1986 où John Cornell avait fait une comparaison point par point de ces deux stratégies qui toutes les deux vont mettre en œuvre, en présence de 3 constituants, 10 mélanges pour regarder quels sont les avantages et les inconvénients de l'une et l'autre. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la partie 2 de ce chapitre sur les simplex centroïdes, et pour ponctuer, terminer cette partie, nous allons vous poser quelques questions. La première consiste à écrire l'expression d'un modèle synergique de degré 4. Donc en présence de 4 constituants, combien y a-t-il de monômes et quelles sont les expressions de ces monômes? Établir l'expression analytique des coefficients des modèles synergiques de degré 3 et de degré 4. En présence de 3 constituants, en présence de 4 constituants, si vous mettez en œuvre un simplex centroïde sans les points axiaux, vous avez autant de mélanges définis par les sommets, les milieux d'arête, les centres de face et centres du domaine que de coefficients à estimer. Bien, il y a des formules analytiques qui permettent de calculer automatiquement ces coefficients, et vous pourrez naturellement vérifier votre calcul en mettant en œuvre une feuille de calcul Excel, laquelle va vous permettre d'aller au-delà, même s'il existe des formules analytiques, mais elles sont un peu ici rébarbatives, de façon à voir les coefficients de variance. Les coefficients de variance, ce sont les termes diagonaux de la matrice de dispersion, et vous allez vous apercevoir qu'il y a une forte inflation en fonction du monôme. Les monômes de degré 1 auront des coefficients de variance plus petits que les monômes de degré 2, eux-mêmes auront des coefficients de variance plus petits que les monômes ou le monôme de degré 3, suivant qu'on est en présence de 3 ou 4 constituants, et puis même conclusion pour le ou les monômes de degré 3 par rapport au monôme de degré 4. Eh bien, faites une feuille de calcul Excel,
en vous limitant aux formes synergiques de degré 3 et de degré 4, bâti à partir de simplex centroïde, et puis tirer une conclusion sur l'inflation de ces incertitudes. Et alors enfin, là on va devenir de plus en plus concret au fur et à mesure que nous avançons dans ces chapitres, représenter le domaine expérimental suivant et définir les proportions des mélanges à réaliser dans un réseau de type simplex centroïde, complété par les points axiaux dans un problème de formulation d'un matériau céramique. 3 constituants. Le premier constituant, c'est la proportion d'argile qui varie entre 15 et 70%. Le deuxième constituant, c'est la proportion de feldspath qui varie entre 15 et 70%. Et le troisième constituant, la proportion de quartz, va varier entre 15 et 70%. La somme des proportions de ces constituants étant égale à 1, eh bien, dans cette séquence, on vous demande de construire concrètement la matrice d'expérience avant d'aller faire naturellement les expériences dont on vous donnera les valeurs. Merci encore de votre attention et nous continuerons la suite de ces chapitres en nous intéressant maintenant à des domaines expérimentaux qui ne sont plus des simplex, qui sont des polyèdres convexes et qui nous permettront d'introduire d'autres méthodes de maillage. Merci encore de votre attention et puis passez tout de suite au quiz. À bientôt.